Ok, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu t'es lancé dans le solopreneuriat pour être libre et qu'entre-temps, tu sais pas pourquoi ça a merdé, tu te retrouves à travailler beaucoup plus qu'avant. Il y en a qui pensent que c'est un problème d'outils, d'organisation, de système, d'agenda et que finalement il faut upgrader tout ça. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une passe et que quand le business sera stabilisé, on pourra sortir de ce rythme effréné. Si je suis devant toi aujourd'hui, c'est pour te dire que c'est des conneries. T'as pas un problème d'organisation, c'est pas une passe de ton business, t'as un problème de câblage. Et tant que tu ne comprends pas ce câblage, il n'y a aucun système qui changera quoi que ce soit à ta situation. Si tu me connais pas, je m'appelle Sofiane, ça fait 6 ans que je travaille avec les solopreneurs pour les aider à travailler moins, accomplir plus et vivre intensément. Et cette contradiction qui est de vouloir la liberté et de se retrouver enchaîné au business, je l'ai observée des centaines de fois partout autour de moi et j'en ai même moi-même fait les frais. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le moteur psychologique exact qui tourne sous le capot de tous les solopreneurs et tu seras concerné par ça évidemment, pourquoi tu ne peux pas t'arrêter et comment passer de victime de ce moteur à pilote. Déjà, il faut commencer par parler du concept de sélection naturelle du solopreneur. Parce que si tu penses que tu es là par hasard, tu te trompes et tu te mets le doigt dans l'œil. Devenir solopreneur, c'est pas un choix qui est anodin. Devenir solopreneur, ça suppose tout un tas de choses, comme par exemple quitter le confort, confronter l'incertitude, apprendre à piloter sa vie seul, sans filet, sans patron, sans salaire garanti. Et le fait est que ces décisions, ça filtre un profil particulier de personnes. Ce profil, on les appelle les high performers, tu en as peut-être déjà entendu parler. Ce sont ces gens qui ont cette capacité à abattre une charge de travail titanesque, à atteindre objectif après objectif et à avancer avec une facilité et une fluidité aberrante dans la matrice de la vie. Tu as probablement déjà croisé des gens comme ça autour de toi et je pense qu'au fur et à mesure de cette vidéo, tu vas comprendre que tu en fais très certainement partie. On peut le voir dans la tribu des starters avec les réponses aux questions que je pose à chaque nouveau starter quand il rentre dans la tribu. C'est un questionnaire qui a accès à tout le monde, tous les gens qui rejoignent la tribu. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une tendance à avoir une difficulté à lâcher prise et faire confiance au processus. Il y a une tendance à avoir l'impression d'être un imposteur même quand on réussit. Une tendance à se reconnaître dans le mot overthinker, dans le mot high performer, dans le fait d'être bloqué dans le purgatoire de l'insuffisance. Il y a pas mal de données ici. Le plus intéressant, c'est surtout qu'il y a 83% des starters qui s'auto-qualifient d'overthinkers, qui considèrent qu'ils sont en insuffisance, c'est-à-dire que quoi qu'ils accomplissent, quoi qu'ils construisent, quelle que soit leur victoire, ils n'arrivent jamais à sortir de ce purgatoire dont on va parler dans un petit moment. Et 75% d'entre eux ont du mal à reconnaître leur propre succès. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans la tribu des starters et chez les solopreneurs de façon générale, ce qui fait que être un solopreneur, ça accroît notre probabilité de se retrouver dans ce profil de high performer. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une question qui reste intacte, c'est pourquoi les high performers ont du mal à décrocher ? Qu'est-ce qui fait que cette typologie de personnes-là a du mal à décrocher du taf ? Et cette raison, elle est importante parce que elle va expliquer pourquoi tu bosses plus depuis que tu es solopreneur alors que tu t'es lancé là-dedans pour construire un business au service de ta vie qui propulse ton lifestyle et qui te permet de vivre une vie d'absolue abondance et pas une vie enchaînée à un pseudo-empire pour se la jouer à la Elon Musk. Donc la nana que tu vois à l'écran ici, elle s'appelle Amy Chua. Amy Chua, c'est une chercheuse qui a été obsédée pendant très longtemps sur une seule thématique, c'est essayer de comprendre quels sont les points communs entre tous les high performers. Ce qu'elle s'est rendu compte, c'est que, alors qu'elle s'attendait d'une liste longue comme des morning routines, des bains glacés, etc., tout se résumait pourtant en 3 traits, rien d'autre, et ces 3 traits, ils sont capitaux, on va les parcourir dans cette vidéo. Ce modèle pour moi il a été cathartique, tout simplement parce qu'il m'a permis de poser les mots sur un pressentiment, il m'a permis de générer de la compréhension par rapport à ce typage psychologique là et de la déculpabilisation également par rapport aux symptômes qui pouvaient moi-même m'atteindre et surtout me donner des clés de lecture et de solution parce que tout commence par la clarté, comme disait Carl Jung, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Donc la première étape pour essayer de se sortir d'une situation qui est non désirée, c'est de générer de la clarté sur cette situation. Je t'annonce, le premier trait à mon avis, il va te surprendre. Pourquoi ? Parce que le premier trait qu'a trouvé Amy Chua, c'est celui du complexe de supériorité. C'est hyper important qu'on s'attarde ensemble sur ce trait de caractère-là parce qu'il est très tabou, surtout en France. On vit dans une société avec un héritage judéo-chrétien, la culture du reste à sa place, 90% des gens préfèrent quelqu'un qui se flagelle à quelqu'un qui s'estime, donc forcément quand on commence à parler de complexe de supériorité, ça fait grincer des dents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que ça nous fait grincer des dents, ceux qui accomplissent de grandes choses se trouvent souvent dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont une grande estime d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont meilleurs, ils ont une grande vision, ils pensent mériter plus et ils sont propulsés par cette énergie-là.
Maintenant, il y a quelque chose qui est hyper important à comprendre, c'est la réalisation que j'ai eue quand j'ai étudié ce modèle sur le terrain, c'est qu'en fait, c'est pas exactement ce que l'on pense. Ils pensent pas ces gens mériter plus dans un délire d'arrogance ou d'ego. Ces gens, ils pensent mériter plus parce qu'ils font sur le terrain, ils agissent, ils font objectivement plus que les autres. Ils ont développé un biais pour l'action, ils lisent des livres que personne autour d'eux ne liront jamais, ils écoutent des podcasts sur des sujets que les autres trouvent trop complexes ou trop abstraits, ils posent des questions concrètes là où les autres restent dans leur tête, ils créent des connexions intentionnelles entre leurs atomes de connaissances qui génèrent de la nouvelle connaissance, ils contrôlent leur impulsion là où les autres cèdent, et il y a un feu à l'intérieur d'eux qui les font sentir aptes à réaliser de grandes choses. Et donc cette sensation de supériorité, il ne faut pas la confondre avec de l'arrogance, de l'ego ou des pulsions narcissiques de la part de ce profil-là, c'est juste une lucidité sur ce qu'ils font et que les autres ne font pas. Si on prend une courbe de Gauss, donc une loi de distribution normale de la population, on peut voir que les high performers qui par définition sont plus rares que la médiane, ne sont pas au même endroit. On peut voir ici 70% des gens qui se retrouvent dans ces deux segments-là, donc ici on a en quelque sorte une médiane au niveau de la population, et les high performers par définition, puisqu'ils performent de façon haute, donc haute par rapport au standard, donc par rapport à la médiane, ils vont se trouver ici ou ici, donc dans les deux dernières tranches de la loi de la distribution normale. Et donc à cet endroit-là, on retrouve un typage psychologique particulier qui conduit des actions particulières, qui prend des décisions particulières, qui font des choix différents, et donc par définition, ils prétendent que grâce à ces choix et ces actions-là, ils méritent plus que les autres. Et ce premier trait de caractère, il va être renforcé par un second qui est le plus décisif à l'époque à laquelle on vit. On vit dans un monde d'opportunités infinies, amplifié par l'intelligence artificielle qui a complètement réduit le temps entre l'exécution et l'idée, ou plutôt l'idée et l'exécution. J'étais en coaching Prism la semaine dernière avec un starter qui s'appelle Alain, et j'en parlais encore de cette citation de Tom Bilieu qui dit « Il y a 100 portes qui s'ouvrent devant toi et ton job c'est d'en fermer 99 ». Ça fait longtemps que j'ai ces discussions avec des potes sur l'intelligence artificielle depuis qu'elle a émergé, par rapport au fait qu'avant on avait une centaine d'idées qui arrivaient dans une année par exemple, et 99% de ces idées-là étaient invalidées parce qu'on n'avait pas le temps, pas les ressources. Aujourd'hui c'est faux, on n'a plus besoin de ce temps et de ces ressources parce qu'on est équipé de cette technologie qui nous permet de réaliser à peu près tous les scénarios qu'on fait dans notre tête. Donc dans ce moment-là, il y a une compétence qui devient critique, ça va être le deuxième trait de caractère, parce que sans cette compétence-là, 90% des gens se dispersent face à ces opportunités qui sont infinies parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Les high performers par contre, ils ont cette caractéristique, et cette caractéristique c'est le contrôle des impulsions. Le contrôle des impulsions, c'est le câblage naturel des HP, donc des high performers, cette discipline qui fait qu'ils ont une destination qui est fixée et qu'il n'y a aucune déviation qui leur semble envisageable. Toutes leurs ressources sont allouées, chaque impulsion est neutralisée et on va dans la même direction. Dans le modèle d'Amichois, moi ce que j'aime bien visualiser, c'est que le premier trait de caractère, c'est cette vision, cet objectif, cette espèce d'Éden qui est devant nous, qui nous attire, qui crée une force d'attraction qui est énorme. De l'autre côté, on a derrière nous le troisième trait de caractère qu'on va découvrir dans quelques instants. Et sur les deux côtés de cette route, il y a des murs longs de, je sais pas, des dizaines de kilomètres qui nous empêchent de dévier de la route que l'on s'est fixée. Et c'est ce qui fait que le profil high performer est autant redoutable sur le terrain. En pratique, on les voit, c'est des gens qui se fixent à un calendrier de publication et le respectent. C'est des gens qui refusent les sorties le soir si jamais ils ont alloué du temps pour bosser sur leur projet. C'est des gens qui sont capables de tenir un cap pendant des mois sans validation externe, là où tout le monde leur dit d'arrêter. C'est ces gens qui se fixent une destination et qui ont la capacité à aller jusqu'au bout. Mais pour les high performers, ce moteur, le problème c'est qu'il est alimenté par un carburant qui est noir. Et c'est ici, maintenant, à ce stade de la vidéo, qu'on rentre dans la problématique qui te touche probablement et qui te conduit à travailler bien plus que ce que tu pensais travailler quand tu t'es lancé dans le soloprenariat. Ce troisième trait de caractéristique qui est présent chez tous les high performers, c'est le purgatoire de l'insuffisance, donc une sensation paralysante d'insuffisance permanente. Ce critère, il est responsable de l'obsession du business, je te le disais il y a quelques secondes, et ce critère il intrigue parce que, comme tu as pu le voir dans le trait de caractère numéro 1, je t'ai dit que les high performers souffraient d'un complexe de supériorité. Et maintenant je te parle d'une sensation d'insuffisance. Donc la première réaction chez les gens, c'est de se dire ok, ils sont à la fois supérieurs et à la fois ils se sentent insuffisants. Comment ça se fait? On va en parler dans la section dédiée au paradoxe. Mais les high performers ont cette crainte maladive de ne pas y arriver. Quoi qu'ils fassent, la peur d'être nul les quitte jamais. Ils ont toujours la sensation d'être à côté de la plaque. C'est une espèce de malédiction productive, un super carburant toxique qui leur permet d'avancer beaucoup plus loin que les autres, mais à un coût qui est réel et qu'on va couvrir dans la prochaine section. Donc, le paradoxe intéressant qui est créé ici, c'est qu'à la fois ils se sentent supérieurs à la masse, parce qu'on l'a vu, ils se considèrent hors de la médiane et donc capables de prendre des décisions, de conduire des actions sur le terrain qui sont différentes des autres, donc qui ouvrent des univers de potentialités différents.
mais à la fois ils sont inférieurs par rapport à leur propre vision, qui est titanesque, qui est écrasante, et qui leur font toujours sentir qu'ils sont à des années-lumière de là où ils aimeraient être. Tout le feedback positif qu'ils glanent sur le chemin, c'est disqualifié intérieurement, ça ne les touche pas, ça rebondit sur une espèce de carapace interne, et à l'inverse, les feedbacks négatifs, ça vient servir le nitro de leur moteur, ça vient leur servir des justifications en se disant, tu vois, j'ai raison, je suis pas assez, je suis une merde, je suis insuffisant, il faut que je continue à avancer. Et c'est dans cette dualité-là que vit le high performer, et quand on regarde le profil de près, c'est vraiment pas jojo. Parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'identité de high performer, elle a complètement fusionné avec sa performance. C'est-à-dire que sa valeur personnelle égale ses résultats, l'échec d'un projet, c'est pas juste vécu comme l'échec d'un projet, c'est vécu comme un échec identitaire, un échec en tant que personne. Nous sommes un échec. Par exemple, pendant ton bilan du dimanche soir, après une semaine hyper productive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surtout voir les tâches que tu n'as pas réussi à accomplir, alors que ta semaine est un hall of fame de toutes les actions que tu ne pensais pas être capable de faire et que tu as réussi à faire. Un autre exemple, c'est que tu vas jamais tolérer le repos. Dès que tu t'arrêtes pendant quelques secondes, tu te sens mal, tu as l'impression qu'il y a comme des démons qui te rattrapent et qui viennent rattraper ce retard avec lequel tu les avais distancés en travaillant. Désormais, ils sont derrière toi et ça fait que tu t'actives. Pas parce que tu es workaholic, loin de là, mais parce que le vide réactive un espèce de discours intérieur critique qui te pousse à remplir tes journées avec énormément de tâches et de projets et à continuer à avancer pour éviter de ressentir, mais également qui te pousse à confondre l'oisiveté avec un danger de régression. Et tu le sens peut-être aujourd'hui. Tu sens peut-être aujourd'hui que peu importe le niveau de succès que tu arrives à avoir, au fond de toi, tu n'es jamais rassasié. À chaque fois, tu te dis, ok, quand j'aurai ça, je serai enfin apaisé, mais finalement, le plafond, il n'arrête pas de reculer. Au début, c'est quand j'aurai 1000 abonnés, je serai rassasié, et puis en fait, t'atteins 1000, tu le pousses à 5000, t'atteins 5000, tu le pousses à 10 000, etc., etc. Et ça me fait penser à cette citation que je t'ai mis ici, de Gurwinder Bogal, qui est de loin une de mes citations préférées. Le syndrome du bonheur différé et le sentiment commun que votre vie n'a pas commencé, que votre réalité actuelle n'est qu'une préface d'un futur idyllique. Cette idylle est un mirage qui disparaîtra à mesure que tu t'en approches, révélant que la préface que tu as traversée précipitamment était en fait celle de ta mort. Concrètement, ça rejoint le concept de vie provisoire, et en gros, c'est l'idée d'avoir l'impression que notre vie est un brouillon, et que quelque part, plus tard, dans notre futur, ce bonheur sera accessible quand on aura passé une deadline illusoire. Comme dit Alex Hormozy, tu as déjà atteint les objectifs qui étaient censés te rendre heureux, donc il y a de fortes chances que s'ils ne t'ont pas rendu heureux, les prochains ne te rendront pas heureux, mais tant pis, on est dans cette espèce de frénésie où on repousse le bonheur encore et encore et encore. Et le vrai piège de ce moteur, c'est qu'il va produire des vrais résultats, vraiment. Sur le terrain, il produit des résultats qui sont titanesques. C'est imbattable. Tu ne peux pas battre une personne qui a un complexe d'infériorité. Et encore moins quand elle a ces 3 traits de caractère qui sont réunis. Sauf que ça nous conduit à gagner la bataille et à perdre la guerre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Mais avant, si tu es en train de prendre des notes, je te rappelle que tu as accès au codex, le lien est dans la description, c'est une collection de fiches de synthèse, tu vas retrouver également la fiche de synthèse de la vidéo d'aujourd'hui, compilation de toutes les infos importantes à retenir, mais également une checklist ultra actionnable pour transformer l'information que tu découvres dans cette vidéo en action, tout simplement parce que tu vois que les vidéos sont déjà assez longues ici, donc j'ai pas le temps d'en plus mettre des checklists, donc je mets tout ça directement dans le codex, tu peux cliquer sur le lien dans la description à la fin de cette vidéo. Donc le moteur du high performer, il est redoutable, mais il a un problème réel, c'est qu'il a un coût qui fait que tu gagnes la bataille, certes productive, mais tu perds la guerre, et on va le voir de quelle guerre je parle quand je te dis qu'on perd la guerre. Donc pourquoi il est redoutable ? Il est redoutable déjà parce qu'il est hyper prolifique. Il produit énormément de résultats. Il produit des résultats sur le terrain, en termes de livrables, mais il produit également du statut, il produit de la reconnaissance, il produit de l'admiration. Tout le monde te regarde ébahi en se demandant comment tu es capable de porter sur ton dos tel Atlas autant de charge mentale, autant de travail, comment tu peux abattre autant de projets, autant d'objectifs, etc., etc. Et pour un animal social comme l'être humain qui est câblé pour la recherche de ce statut qui était synonyme de survie pendant une si grande période de l'humanité, eh bien tout simplement c'est addictif, donc on a du mal à en sortir. Le problème c'est que il te vole, ce modèle, les seules richesses qui comptent vraiment. Il y a James Clear qui parle d'un modèle qui est les 4 types de richesses, la richesse financière, sociale, temporelle et physique. Et il dit, méfie-toi de tout ce qui t'attire avec la richesse financière et le statut, mais te vole la liberté et la santé. L'identité du high performer, c'est exactement ça. Ça va t'attirer parce que ça te donne de l'argent et du statut, mais in fine,
ça va non seulement te voler ta liberté, mais en plus te voler ta santé. Je suis assez fan du modèle mental qui vise à dire protège ce que l'argent ne peut pas acheter, donc tes relations, ta santé mentale et ta santé physique, et c'est ce que te vole une identité de high performer. Si tu travailles plus depuis que tu es solopreneur, c'est parce que ton complexe d'infériorité te pousse à t'optimiser pour le mauvais type de richesse. Tu chasses le statut, tu sacrifies ta liberté et tu le fais même sans t'en rendre compte parce que les métriques visibles te disent que tu avances. Parce que les métriques visibles, c'est les objectifs que tu atteins, l'argent que tu génères, les niveaux que tu passes dans ta boîte. Le résultat, c'est que tu te sens complètement piégé et désaligné. Tu es hyper productif mais à la fois hyper vide. Et c'est normal parce que quand on regarde les recherches, elles sont sans équivoque sur le sujet, c'est-à-dire que la productivité ne te rendra pas heureux. Devenir plus productif ne te rend pas plus heureux. Le lien est vu dans l'autre sens. En sciences de la productivité, on sait que être heureux donne en moyenne 12% supplémentaire de bonheur. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo et je te donnerai également la référence. Donc ce sont les gens heureux et épanouis qui deviennent naturellement productifs. Mais en cherchant la performance pour elle-même, par peur du retard, par comparaison, par besoin de prouver, tu deviens ce que les chercheurs appellent un esclave efficace. C'est-à-dire performant en apparence mais complètement vide à l'intérieur. Encore une fois, tu gagnes la bataille mais tu perds la guerre. Ok, alors maintenant tu vas me dire, Sofiane, j'ai compris, si je bosse plus en tant que solopreneur, c'est probablement à cause de ces traits de caractère du high performer et probablement surtout à cause du troisième qui est ce complexe d'infériorité, mais maintenant, je fais quoi? Si c'est mon câblage, je fais quoi? Pour moi, la réponse, elle passe par un deuil identitaire suivi de 3 décisions. On va s'attarder un peu là-dessus. Le deuil identitaire, pour moi, c'est la première étape par laquelle on doit passer. Et je sais que ça peut sembler contre-intuitif parce que quelque part, être qualifié de high performer, ça fait du bien. Et c'est exactement le piège. Parce que quand on a ce complexe d'insuffisance à l'intérieur de nous, on a un besoin permanent de prouver au monde que l'on est plus que ce que l'on pense que l'on est. Et donc quand quelqu'un nous colle cette étiquette de high performer, on est content en vrai. On se reconnaît dans ce profil. Il se passe quelque chose dans notre corps quand on nous dit qu'on est un high performer, et tu l'as peut-être senti tout au long de cette vidéo. Comme si, à l'espace d'un instant, on quittait le purgatoire de l'insuffisance. Comme si cette personne qui nous qualifiait de high performer, elle vient, elle nous prend, elle nous sort du purgatoire de l'insuffisance, elle nous fait dire ok c'est bon, tu es suffisant désormais. Et tu te dis ok, je suis quelqu'un, ça valait le coup de m'infliger toutes ces souffrances sur le terrain parce que ça y est, j'ai cette étiquette de high performer. Le problème c'est que ce que tu nourris, c'est une illusion au détriment de la réalité des conséquences qui t'attendent. Et c'est quelque chose dont je te parle en détail avec mon modèle mental de la fusée que tu vois à l'écran, parce que ce qu'il faut comprendre avec ce carburant, l'insuffisance, la peur, la honte, c'est qu'il a un rôle légitime au début. Au début de ta trajectoire, il a un rôle qui va pouvoir t'aider à faire décoller la fusée. Le problème, c'est sur le long terme. Donc on commence au début avec le décollage, dans ce modèle mental de la fusée, où tu as besoin de toute l'énergie disponible pour faire décoller la fusée. Tu peux pas être sélectif. La fusée que tu essayes de faire décoller, donc soit cette nouvelle identité, soit ce business que tu lances, soit ce projet de transformation physique, peu importe, cette fusée-là, elle pèse des tonnes et la gravité terrestre, elle est implacable. Donc ce qui se passe, c'est que si tu te prives du moindre carburant, tu ne quittes jamais le sol. Donc ces blessures, elles sont utiles au début. Elles t'ont construit, elles t'ont mis en mouvement quand rien fonctionnait, c'est quelque chose qui t'ont servi. Le problème, c'est qu'une fusée qui continue à utiliser le carburant de son démarrage une fois qu'elle est en orbite, elle n'arrive pas à destination, elle finit par exploser en plein vol. Si tu gardes trop longtemps ce carburant, c'est exactement ce qui t'attend. C'est pas une explosion qui va être spectaculaire, c'est une explosion qui est beaucoup plus diffuse, c'est une explosion qui est beaucoup plus silencieuse mais qui est complètement redoutable à mon sens parce que c'est une explosion qui fait que tu perds petit à petit les couleurs de la vie. La toile de ta vie qui était supposée être un chef-d'œuvre, elle finit par ressembler par des espèces de nuances de gris dégueulasses, t'as plus goût à rien, tu deviens quelqu'un qui avance mais qui avance pour fuir ce qu'il y a derrière plutôt qu'en étant attiré par ce qu'il y a devant. Tu deviens quelqu'un d'hyper performant mais d'hyper vide. J'adore cette citation que tu vois juste ici à l'écran d'Andrew Wilkinson qui dit que la plupart des gens qui réussissent ne sont rien d'autre qu'un trouble anxieux ambulant canalisé au service de la productivité. Je trouve ça mais d'une tristesse absolue. Donc oui, la première étape, ça vise à changer d'identité. Et ça veut pas dire être moins ambitieux, ça veut juste dire construire une nouvelle identité autour de quelque chose de différent. Pas le high performer qui court après la performance pour fuir ses démons et qui construit sa confiance et son estime de lui à travers cette performance-là, mais plutôt l'identité du pirate, celui qui extrait le maximum de valeur en un minimum de temps, pas parce qu'il fuit quelque chose, mais parce qu'il brûle d'envie de construire quelque chose. Et pour moi, ce changement de paradigme, il est hyper important. Le pirate, ça serait cette espèce d'archétype dont la valeur personnelle ne provient pas de ses résultats, mais provient de sa capacité à matérialiser sur le terrain exactement la réalité qu'il souhaite, libéré
de toute injonction sociétale, éducative ou de toutes sortes d'obligations que nous impose la vie, la société, etc., etc. Toutes les limitations internes et externes. Et c'est ici que les 3 traits ils prennent tout leur sens, les 3 traits dont je t'ai parlé dès le début, depuis le début, parce qu'on ne va pas traiter ces 3 traits de la même façon-là. On a d'abord le trait numéro 1 qui est la sensation de supériorité. C'est peut-être controversé, mais à mon sens, moi je te dirais de le garder. Pourquoi ? Parce que c'est le carburant de ta mission. On l'a vu, c'est pas quelque chose d'égotique, c'est pas quelque chose d'arrogant, c'est quelque chose qui te propulse vers le haut parce que tu es capable de faire des choses sur le terrain que d'autres ne sont pas capables de faire. Donc tu te considères méritant d'une réalité que les autres ne méritent peut-être pas. Et donc cette conviction d'avoir quelque chose à apporter, ton ambition, ta vision, ce sont des actifs. Donc traite-les comme tels, ne t'en excuse pas et garde ce trait-là. Le deuxième trait, évidemment que je vais te dire de le garder, le contrôle des impulsions, mais donne-lui un nouveau job. N'utilise pas le contrôle des impulsions pour bosser plus. Utilise le contrôle des impulsions pour respecter les règles que tu t'es fixées sur ton terrain de jeu, ok ? Respecter tes valeurs, rester aligné avec la vie que tu veux construire, c'est vraiment une discipline au service de ta liberté et non pas au service d'une espèce de performance, de pseudo-performance qui est liée à ta blessure, ton sentiment d'infériorité. Et enfin, donc du coup, on a le sentiment d'infériorité, le purgatoire de l'insuffisance, et celui-là, tu l'attaques, tu lui atomises le museau. Thérapie, introspection, il faut vraiment que tu apprennes à détacher ton identité de cette sensation d'infériorité. Évidemment, moi je parle comme un livre, mais c'est aussi un combat que je mène, donc je parle pas tout à fait comme un livre parce que je suis dans les tranchées, sur le terrain en train de bosser. Mais quand je te dis que je parle comme un livre, c'est tout simplement parce que je sais à quel point ce travail est dur. Et c'est pas avec une phrase au détour d'une vidéo YouTube que tu vas changer du jour au lendemain, ça demande du travail, ça demande de cartographier sa réalité intérieure et d'aller combattre et d'ériger des tranchées, de prendre l'épée et le bouclier, d'aller défendre son royaume interne encore et encore et encore contre ces démons qui nous attaquent au quotidien. Mais putain ce que ça en vaut la peine, Je te recommande vraiment de prendre ça, de prendre ce combat-là de pleine main parce que ce trait de caractère-là, c'est le seul des 3 qui brûle sans t'amener vraiment vers la liberté. Les 2 autres, ils vont te propulser, mais celui-là, il va t'étouffer, il va te consumer et il va te balancer dans cette toile de vie remplie de gris dont je te parlais tout à l'heure. Alors maintenant, je vais être honnête avec toi, parce que le but ici, c'est pas de te mentir, bien évidemment. Quand tu vas accepter de combattre ce trait de caractère, tu vas perdre une partie de ta productivité et de ta performance sur le court terme. C'est inévitable, c'est pas une hypothèse, c'est mécanique. Tu peux pas être aussi performant avec 2 traits que ce que les high performers vont l'être avec 3. Mais cette perte-là, elle est dans une certaine mesure temporaire. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Rappelle-toi ce que les recherches montrent. Le bonheur génère de la productivité durable. Ok ? C'est pas la productivité qui génère du bonheur, c'est du bonheur qui génère la productivité durable jusqu'à 12%. Donc, en soignant ta blessure, tu vas récupérer une partie de cette productivité par l'alignement, par l'énergie retrouvée, par la capacité à travailler avec l'envie, depuis ce lieu de l'envie plutôt que le lieu de la peur, qui produit des résultats qui sont bien plus beaux, bien plus impactants, bien plus qualitatifs. Et surtout, rappelle-toi que ça n'est pas le critère. Ça n'est pas le critère. La productivité n'est pas le critère à partir duquel tu veux juger ta vie. C'est pas le but. Le critère, c'est l'alignement, c'est la liberté. Tu t'es pas lancé pour prouver ta valeur au monde, tu t'es lancé pour aller conquérir ta liberté, pour bâtir un business au service de ta vie qui va venir nourrir ton lifestyle idéal, travailler moins, accomplir plus, vivre intensément, moins de taf, plus de vie, tout ça au service de ta vie d'absolue abondance. Ok, donc on récapitule. Si aujourd'hui tu te retrouves à bosser beaucoup plus que ce que tu pensais bosser en tant que solopreneur, c'est pas parce que tu as un problème d'organisation, c'est pas parce que tu as un problème de discipline, c'est probablement parce que tu es un high performer. Les high performers, ils ont 3 traits de caractéristiques. Le premier, c'est le complexe de supériorité, la conscience de faire plus que la majorité du coup. Le deuxième, c'est un contrôle des impulsions, une espèce de moteur qui nous permet d'avancer de façon automatique. Et le troisième, c'est l'insécurité profonde et la peur permanente de ne pas être assez. Donc ce triptyque, il est redoutable pour performer, on l'a compris avec cette vidéo, mais il te conduit aussi inévitablement à l'opposé de ce pourquoi tu t'es lancé. Tu chasses le statut en sacrifiant ta liberté et en sacrifiant ta santé, qui est finalement l'équivalent de gagner la bataille, mais de perdre la guerre. Donc pour sortir de ce bourbier, on veut pivoter d'identité, on veut passer du high performer au pirate, et pour ça on veut s'attaquer au seul trait qui te consume sans t'amener plus proche de la destination que tu vises, qui est le trait de l'insuffisance. Tu vas certes perdre une partie de ta performance sur le court terme dans un premier temps, mais tu vas en regagner avec le bonheur dans une seconde partie, pour finalement, et c'est vraiment ce qui se passe à la fin, te rendre compte que tu n'en as plus rien à foutre de tes scores de performance. Parce que tes scores de performance, sache bien une chose, ils t'intéressent aujourd'hui parce que tu es encore high performer et que tu es collé à cette identité. Mais quand tu seras passé de l'autre côté, ils te paraîtront complètement futiles. Et ce qui t'importera, c'est la qualité de vie
que tu auras gagné, le bonheur, l'alignement que tu auras au quotidien et dont tu seras terriblement fier. Tu t'es pas lancé dans le soloprenariat pour prouver ta valeur au monde, t'as rien à prouver. Tu t'es lancé dans le soloprenariat pour devenir plus heureux, plus libre et plus aligné. Ok? Alors il y a une grande tendance en ce moment quand on veut réduire son temps de travail, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, qui est un outil magnifique, c'est qu'il y a de nombreux pièges, dont celui de te rendre un peu stupide à l'échelle du temps. Donc dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, je vais te partager mes 2 filtres que j'utilise au quotidien pour faire levier sur l'IA sans perdre ma santé cognitive dans le process. On se rejoint de l'autre côté.